Bonjour à tous, merci d'écouter Podio Tout Terrain. Tous les mois dans ce podcast, on vous raconte une belle histoire de sport, un événement marquant. On part à la rencontre d'un athlète célèbre ou qui mérite de le devenir. Tous les mois, on vous emmène sur un nouveau terrain de sport. Et pour ce 10e épisode, on a choisi le ring de catch. Ça fait un moment qu'on veut vous raconter l'histoire d'Amal Dib. Elle est française, elle a 28 ans, elle a été professeure des écoles et elle est maintenant catcheuse à la WWE, la plus grande fédération au monde. Elle participe précisément au show NXT UK, basé en Angleterre depuis 2 ans. Alors certains se posent parfois la question, le catch, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est du divertissement ? Eh bien c'est évidemment les deux. Et c'est ça qui a notamment intéressé François Pinet et également le parcours d'Amal alias The French Hope. Entretien réalisé à l'APC Catch de Nanterre, une salle où les professionnels de catch viennent s'affronter. Bonne écoute. Bonjour Amal. Bonjour François. Alors nous sommes à Nanterre dans la salle, dans un gymnase, salle de l'APC, Association des professionnels du catch. C'est aussi une école de catch et c'est là où toi tu reviens de temps en temps. Exactement. Quand je suis en France, je viens m'entraîner ici. Je revois des visages familiers avec qui j'avais commencé le catch. Je continue à me perfectionner, donc c'est vraiment un lieu symbolique pour moi. Alors là, on est sur un ring en plus. Sur ce ring, t'as déjà fait des shows, t'es déjà monté sur ce ring évidemment. Alors ce ring, c'est le ring d'entraînement de l'APC. Oui, j'ai déjà fait des matchs d'entraînement, je me suis déjà entraînée dessus, j'ai appris des chutes et j'ai déjà eu mal. Alors maintenant, tu partages ton temps entre la France et l'Angleterre, puisque tu es dans une émission qui s'appelle NXT UK. C'est une émission, hein, c'est ça, qui enregistre des combats de catch. Alors c'est un roster, c'est comme une ligue qui appartient à la WWE, qui est la plus grosse fédération mondiale de catch. Et du coup, moi je suis affectée dans cette ligue londonienne et qui s'appelle du coup NXT UK et on enregistre des épisodes régulièrement. D'accord. Et tu devais quitter la France pour vivre de ta passion, c'était une obligation? C'est pour ça que tu vas en Angleterre? Alors oui, c'était une obligation parce qu'en France, malheureusement, il n'y a pas assez de structure, c'est pas assez développé, c'est pas professionnalisé. Du coup, si on veut se développer et aller à un niveau où moi je voulais aller, c'est-à-dire la WWE, il fallait vraiment que je me fasse connaître à l'étranger. C'est pour ça que je suis allée m'entraîner, me perfectionner en Allemagne. J'étais là-bas pendant plusieurs années dans une des plus grosses fédérations européennes qui s'appelle la WXW. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer par la WWE. D'accord. Est-ce que ça fait partie maintenant d'une de tes missions? On va revenir sur ton parcours, mais de vouloir faire connaître aussi le catch en France, parce qu'on entend dans ce que tu dis que c'est un peu sous-développé en France. Ouais, ça me tient beaucoup à cœur parce que pour en arriver où je suis arrivée aujourd'hui, j'ai dû passer beaucoup d'étapes et j'ai galéré et j'aimerais que les gens en France qui veulent avoir le même parcours que moi et plus de facilité, j'aimerais pouvoir les aider à faire ça. Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a justement un développement, qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aller vers le catch en France ou pas? Je sens que le catch est de plus en plus pris au sérieux en France. Depuis que j'ai signé à la WWE, justement, les gens voient que c'est possible, que c'est réalisable, même en étant français. Donc je pense que c'est un peu en avant aussi. Justement, la WWE, alors pour ceux qui ne connaissent pas, toi tu as intégré donc, la WWE, la World Wrestling Entertainment en 2019. C'était la première française à le faire. Qu'est-ce que ça représente pour ceux qui ne connaissent pas le catch, cette WWE? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le catch, pour vous donner un exemple, c'est comme la Ligue des Champions ou l'UFC pour le MMA, c'est la plus grosse entreprise mondiale de catch, c'est le Graal pour tous les catcheurs, c'est l'objectif ultime quand on commence le catch. C'est ce qu'on regardait à la télé quand on était jeune, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est incroyable, mais c'est aussi ce qui te permet d'en vivre aujourd'hui, de vivre du catch, c'est d'être rattaché à cette WWE, c'est ça? Exactement. Ouais, parce que sinon c'est impossible de vivre du catch aujourd'hui sans être rattaché à la WWE. Exactement, quand on est en indépendant en France par exemple, ou même quand on catch à l'étranger, on est payé en défraiement, c'est des petits salaires, on perd de l'argent. Moi je perdais de l'argent quand j'avais un job à côté et je perdais de l'argent en étant catcheuse indépendante. Ouais. Podio tout terrain, tout terrain, tout terrain. Mes
parents, ils avaient très très peur pour moi. Déjà parce que je me prenais des coups, ils voulaient pas me voir souffrir. Et à côté de ça, ils avaient peur pour mon avenir, qu'est-ce que j'allais devenir. J'étais la petite fille prodige à la maison, j'avais fait 2 masters. Et là, je voulais faire du catch, donc ils savaient plus quoi faire. Mais aujourd'hui, j'ai réussi et ils sont très fiers de moi. Podio tout terrain. On va en parler bien sûr de ce parcours pour devenir The French Hope, donc l'espoir français, c'est ton personnage, en quelque sorte, ton personnage de catcheuse. C'est un personnage de méchante, de bad girl, c'est ça? Alors j'étais un personnage de méchante quand j'ai intégré la fédération et petit à petit on a changé, c'est des personnages qui se développent, on raconte une histoire et c'est pas la même tout le temps. Donc là en janvier j'ai changé, je suis devenue gentille. Mon personnage a changé, il y a une autre facette de moi qui s'est développée. Ah d'accord, mais c'est un personnage qui évolue aussi en fonction de toi peut-être. En tout cas, l'histoire que tu racontes et l'histoire du personnage, c'est ton histoire. Une femme franco-marocaine qui a dû se battre pour devenir catcheuse, c'est un peu ça, non? L'histoire de Amal et l'histoire de The French Hope. Exactement, moi j'ai décidé de garder vraiment mon histoire parce qu'elle me tenait à cœur et que je pense qu'elle parle à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens peuvent se voir en moi, je pense. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment la faire partager avec toutes ces personnes. Et oui, mon personnage se développe en même temps que moi, en fait. C'est juste moi, mais décuplé fois 1000. Et là, c'est bien Amal qu'on a en face. Là, c'est bien Amal. Non, mais en tout cas, c'est vrai que ça ne doit pas être facile parce que c'est un peu un dédoublement de personnalité. Tu es The French Hope, c'est comme une actrice finalement, quand tu es sur le ring. Mais il y a un peu de toi aussi. Pour revenir justement sur les origines de The French Hope, pourquoi ce personnage et pourquoi tu es allé vers tout ça? Est-ce que ça a été difficile de convaincre justement autour de toi de vouloir être catcheuse? Ma famille, mon entourage, ouais, ça a été très très difficile. Bon, après, je le comprends, je l'ai compris, tout ça, parce que c'est des métiers à risque, on ne sait pas où ça va nous mener, il n'y a pas forcément, il y aura pas forcément de débouchés. Et mes parents, ils avaient très très peur pour moi, déjà parce que je me prenais des coups, ils voulaient pas me voir souffrir, et à côté de ça, ils avaient peur pour mon avenir, qu'est-ce que j'allais devenir. J'étais la petite fille prodige à la maison, j'avais fait 2 masters, et là je voulais faire du catch, donc ils savaient plus quoi faire. Mais quand j'ai eu mon concours, j'étais professeure des écoles, là ils étaient un peu plus rassurés parce que j'avais quand même mon job à côté, je faisais du catch en même temps, donc ils se disaient bon, elle a quand même quelque chose de stable, elle peut faire du catch à côté, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que tous les métiers artistiques, ça a fait un petit peu peur aux parents, mais aujourd'hui j'ai réussi et ils sont très fiers de moi. Alors il faut quand même que tu nous racontes les origines de cette passion pour le catch. À partir de quel âge la petite Amal, qui est née à Béziers, a découvert le catch et a voulu être catcheuse? Alors très très jeune, vers 12-13 ans déjà, je regardais le catch avec mon papa. Il était fan de catch aussi, donc on regardait tous les samedis, on était en famille avec mes frères et sœurs, et c'était un petit rituel qu'on avait entre nous, on se réunissait, et c'est des souvenirs qui sont très importants pour moi, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis ici. Et je sais pas, un jour je me suis dit il faut que j'essaye, il faut que je fasse du catch. Je rêvais d'être une superstar de la WWE déjà. Et j'ai trouvé une petite école qui était pas loin de chez moi. Je me suis dit il faut que j'aille essayer, et puis j'ai essayé et je trouvais ça trop cool. Et j'ai continué, j'ai fait des séminaires un petit peu partout en France. Je me suis déplacée à l'APC, je suis venue ici. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Ah, donc tes parents t'ont quand même accompagné. C'est eux qui t'ont emmené, j'imagine, à ton premier entraînement, non? Non. Ah non, tu l'as fait sans leur dire. Non, je l'ai fait sans leur dire, et je me suis entraînée longtemps sans leur dire. J'ai fait des shows longtemps sans leur dire. Je leur cachais beaucoup de choses parce que c'était assez compliqué. Ouais, ils comprenaient pas en fait. Ils avaient peur pour moi, donc voilà. Mais aujourd'hui, ils savent tout. Ouais, tu peux rien leur cacher maintenant, puisqu'on te voit beaucoup. Mais bon, c'est un peu de la faute de ton papa, puisqu'il t'a mis devant le catch quand tu étais toute petite finalement. Donc il doit être quand même assez fier maintenant de voir où en est sa fille. Justement, tu en as parlé justement de ces diplômes qui rassuraient un peu tes parents. C'est quand même assez un parcours particulier, parce que tu es devenu, tu as dit, professeur des écoles. C'est ça. Tu étais donc professeur des écoles et tu faisais ta passion du catch à côté, c'est ça? Exactement.
Alors comment ça se passait? C'est-à-dire que tu cachais également aux enfants que tu avais en cours, aux parents d'élèves, que tu étais catcheuse? Comment ça se passait? Non, pas du tout, je le cachais pas parce que je faisais déjà en plus des interviews et j'avais ramené... Il y avait des journalistes qui étaient venus en classe filmer quelques séquences aussi, donc c'était pas facile de cacher ça, mais heureusement la première année ça s'est très très bien passé. J'étais avec des maternelles, les parents étaient très contents, les enfants aussi. J'avais ramené mes ceintures à l'école, je leur avais expliqué ce que c'était, on interagissait par rapport à ça et tout, donc non, je le cachais pas, je l'ai toujours dit ouvertement, donc voilà. Mais t'as arrêté là depuis? Ouais, j'ai arrêté depuis que je travaille à la WWE. Podio tout terrain. En fait, le but du catch, c'est pas de gagner un match ou de le perdre, c'est vraiment de raconter une histoire. On est là pour transmettre des émotions à travers nos personnages et ce qu'on va produire sur le ring. Donc il faut vraiment voir ça dans ce sens-là et pas se dire je vais perdre le match, c'est nul ou quoi que ce soit. Moi, je vais être là, il faut que le match soit bien, il faut que les gens soient contents. Alors, on va parler justement du sport et de sa vision. C'est vrai qu'il y a pas mal d'idées arrêtées sur le catch, et notamment en France. Ce sont des idées que tu essayes de combattre. Et à travers ce podcast, on va essayer aussi de combattre ces idées-là. Il y a pas mal de gens qui voient le catch uniquement comme un divertissement. C'est un vrai sport, on est d'accord? Ouais, c'est un divertissement sportif, donc il y a vraiment les deux. C'est un sport-spectacle scénarisé. Donc il faut mettre en avant des capacités physiques, athlétiques, mais il y a aussi le côté théâtral qui joue beaucoup. Et on est en face d'une audience en live. Donc les téléspectateurs, ils sont avec nous aussi. Donc voilà, c'est une combinaison de tout ça et il y a le côté sportif qui est très, très ancré. Tout ce qu'on fait sur le ring, c'est très athlétique, très physique, c'est dur. On prend des chutes, ça fait mal. Même juste courir dans les cordes, par exemple, on dirait pas, mais ça fait mal. Donc voilà, il faut juste essayer de faire la différence entre scénarisé et faux. Parce que les gens, ils pensent du fait que c'est scénarisé, que rien ne fait mal, que tout est faux, etc. En fait, je vais juste donner un petit exemple. Si par exemple, je te dis, je vais te mettre une claque dans 2 minutes. On va éviter. Voilà, ça va être scénarisé parce que tu sauras que je vais le faire, mais je vais te la donner quand même. Voilà, tu vois. Donc voilà, les chutes, etc. On sait ce qui va se passer, mais notre corps, il va quand même avoir des impacts, ça va quand même faire mal. On est juste préparé. C'est à force de prendre des chutes, à force de prendre des coups, notre corps il réagit pas pareil que les gens normaux. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette vision-là, cette dimension théâtrale qui est importante. L'entraînement d'une catcheuse, l'entraînement de Amal, c'est combien d'heures par jour? Tu t'entraînes comment? Quel type d'entraînement c'est pour montrer à quel point aussi c'est physique? Alors, je suis à la salle de sport 5 jours par semaine, quasiment 2 heures, beaucoup de musculation, beaucoup de cardio, c'est très intense, de l'explosivité aussi. Ensuite, quand on est au Performance Center à Londres, on s'entraîne tous les jours, toute la semaine, et on a des créneaux, donc on a des sessions à la salle de sport avec un coach, des sessions sur le ring avec du cardio, des enchaînements, des prises, etc. On a des entraînements micro où on doit parler devant une audience. On doit... Vous avez des coachs de ça aussi? C'est ça, de exactement. Mise en scène, de théâtre en quelque sorte? Exactement, ouais, d'accord. Voilà. C'est pour améliorer nos promos à la télé. Ensuite, on a des cours d'analyse de match, là où on revoit nos matchs et puis on voit ce qui allait, ce qui allait pas, ce qui reste à améliorer, etc. Donc ouais, c'est vraiment un métier à part entière et on est très encadré dans notre structure. Donc, ouais. Voilà. Alors le résultat d'un combat est connu d'avance? Exactement. On sait qui va gagner. C'est ça. En revanche, est-ce que tout est scénarisé? C'est-à-dire, est-ce que tous les gestes, tous les coups sont scénarisés, ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation, puisque tu disais que c'était du live devant des gens, même s'il y a des émissions enregistrées, tu le fais devant un public réellement. Exactement. En live. Le catch, c'est comme dans la vie, des fois on prévoit des choses qui ne se passent pas comme prévu, donc être catcheur professionnel, c'est vraiment savoir être prêt à toutes les éventualités. Donc il y a des choses qui sont préparées et si jamais ça foire ou quelque chose ne va pas comme prévu, il faut savoir improviser. Donc il y a toujours des petites parts d'improvisation. Et il n'y a jamais un moment donné, on te dit à l'avance, bon bah là, ce combat-là, tu vas le perdre, The French Hope ne va pas le remporter. Et là, tu dis non, il faut quand même que je le gagne à un moment donné. Comment ça se passe là? Il doit y avoir quand même... ça doit être difficile de gérer ça. Qui décide
tiens, ça c'est toi qui vas gagner, tiens, non, ce combat-là, ça va être l'autre, etc. Comment ça se passe? Qui décide ça? Alors, on a des producteurs, on a des scénaristes, on est très bien encadrés, donc il y a des gens qui décident de tout ça, qui racontent. En fait, le but du catch, c'est pas de gagner un match ou de le perdre, c'est vraiment de raconter une histoire. On est là pour transmettre des émotions à travers nos personnages et ce qu'on va produire sur le ring. Donc, il faut vraiment voir ça dans ce sens-là et pas se dire je vais perdre le match, c'est nul ou quoi que ce soit. Moi, je vais être là, il faut que le match il soit bien, il faut que les gens ils soient contents. Si je perds, il faut que les gens ils soient tristes pour moi parce que je suis gentille en ce moment, donc il faut leur transmettre ces émotions-là et il faut leur donner envie de me regarder la fois d'après pour m'encourager pour que peut-être gagner la prochaine fois, etc. Voilà, il faut voir le catch un petit peu comme ça. Et après, c'est jamais facile de perdre, mais si on veut gagner, on va faire un autre sport, on va faire du MMA et là, on est sûr ça viendra de nous la victoire. Mais moi, je le prends comme ça. Il faut aussi le prendre comme si on jouait dans un film ou dans une série. Si on est un acteur, on nous dit tu vas faire telle chose. Par exemple, ton personnage il va mourir à la fin, il faut l'accepter, c'est comme ça. Oui, alors bon, The French Hope va continuer quand même, hein. Tu me rassures quand même. Va continuer quand même, va évoluer, donc on a compris que ça évoluait. Mais Amal, est-ce qu'elle va évoluer vers d'autres sports? Parce que tu parlais du MMA, d'autres sports. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui te tentent? Où justement il n'y a pas peut-être cette part de divertissement? Ou alors pas du tout, c'est catch à 100%? C'est catch à 100%, mais j'aime beaucoup le MMA par exemple, et j'aimerais bien trouver du temps déjà pour en faire, pour améliorer justement mon catch. Parce que le catch c'est une combinaison de plein de sports de combat différents. Donc, il y a de la lutte? Oui, il y a de la lutte, il y a plein de prises du judo, etc. Donc ça m'aiderait beaucoup si je faisais par exemple du grappling, de la lutte au sol, du jiu-jitsu, des choses comme ça. Donc je pense que je vais aller un petit peu vers améliorer ton catch en fait. Exactement, ça reste quand même l'objectif reste quand même le catch et la WWE. D'accord, ok. Moi j'aimais bien le coup de la corde à linge. D'accord. Je peux t'en faire une si tu veux. Non, parce que ça fait. Je me sens pas là. Je me sens pas. Je suis pas échauffée. Mais c'est vrai que j'aimais bien ce coup-là, ça me faisait rigoler. Rien que le nom est assez drôle. Alors pour ceux qui savent pas, on est d'accord, c'est quand le bras est tendu comme une corde à linge en quelque sorte, et puis l'adversaire se prend le bras comme une corde à linge. Souvent au niveau du cou, donc c'est pas forcément très très agréable au niveau de la gorge. C'est quoi ta spécialité? Quel coup tu préfères donner? Que je préfère donner, moi j'aime bien les German souplesses. On ceinture l'adversaire par derrière et puis on l'envoie au-dessus de nous. D'accord, ouais, je vois. Et on fait un pont en même temps. Et on le maintient. C'est très spectaculaire, c'est très beau. J'aime beaucoup. Et puis c'est puissant aussi. Et c'est très technique. Exactement. Il y a beaucoup de techniques aussi dans le catch. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais quand on lit la liste des techniques, justement, des différents coups, il y en a un nombre incalculable. Donc, c'est pas fait au hasard. C'est pas. Quand on regarde un combat de catch, on peut se dire tiens, il va faire ce coup-là au pif. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Tout est calculé, tout est travaillé. C'est des heures d'entraînement. C'est pas facile à faire. Quand on voit ça à la télé, on se dit c'est trop facile, c'est fluide, c'est beau, mais quand on est sur le ring, c'est pas la même histoire. Vous avez le droit de tirer les cheveux? Je sais plus. Non, c'est interdit. On a 5 secondes. Il y a plein de règles. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire alors en catch? Mordre son adversaire? J'en ai vu qui mordaient leur adversaire. Non, c'est interdit. Après, les arbitres peuvent être un petit peu. D'accord. Voilà. Mais quand il y a des prises interdites, on a 5 secondes. L'arbitre compte jusqu'à 5 pour lâcher la prise. Mais généralement, quand par exemple on attrape les cordes, il faut lâcher la prise, etc. Juste la suite maintenant pour toi. Est-ce que justement tu as déjà pensé toi à l'après-catch? Parce que parfois c'est vrai que peut-être que naturellement le public va se détourner, des choses comme ça. Alors tu es encore jeune, mais est-ce que tu y as pensé déjà? J'y pense tous les jours. Moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup à long terme. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et c'est des métiers qu'on peut pas faire longtemps, ni physiquement, ni voilà. Ça a besoin de beaucoup se renouveler au niveau de la télé aussi, avec des nouveaux visages et tout. Donc je suis prête, je me prépare déjà à ce que ce soit fini un jour. C'est pour ça que je me focalise vraiment sur ce que je fais aujourd'hui. Je kiffe à fond ce que je fais. J'essaie de passer le plus de temps possible. Donc voilà, mais il faut garder en tête que c'est pas des choses qu'on va faire éternellement, mais est-ce que tu as des ambitions dans un temps court ou dans un temps un peu plus long? Alors à court terme, ça serait de gagner le titre à NXT UK.
à Londres. Donc ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je serais la première catcheuse française à avoir un titre à la WWE. Mais ça, c'est pas toi qui vas le décider, du coup, si j'ai bien compris. Ce sont les producteurs. Exactement. Tu veux qu'on leur passe un coup de fil? Ça se passe pas comme ça, mais c'est pas moi qui décide, mais en fonction de ce que moi je produis, ils vont se dire on voit peut-être quelque chose en elle, parce qu'en fait gagner une ceinture c'est comme avoir une promotion dans une boîte, c'est se dire cette personne-là elle va représenter l'entreprise, donc il faut que je leur donne des raisons de croire en moi. D'accord. Donc voilà. Non, donc ça sera en fonction de comment moi je vais me développer aussi. Et ensuite à un peu plus long terme, j'aimerais partir aux États-Unis, me développer là-bas et essayer de propager ce message d'espoir sur un public un petit peu plus large. Voilà. Bien sûr. Bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite évidemment. Merci pour beaucoup. La suite. Merci beaucoup Amal. Merci à The French Hope aussi, puisqu'on a interviewé les deux. Merci beaucoup d'être passé dans ce podcast. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir écouté le 10e épisode de Podio Tout Terrain. Merci évidemment à Amal pour sa disponibilité. Si vous voulez la voir en action, sachez que les combats de sa ligue, la NXT UK, sont diffusés en France chaque samedi à 22h35 sur la chaîne AB1. Et enfin, merci également à l'APC Catch de Nanterre qui a accueilli François pour l'enregistrement de cet épisode. On espère que ce 10e PTT vous a plu, en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Et je vous encourage aussi à vous rendre sur nos réseaux ou sur podio, pod2io.fr pour découvrir les autres épisodes de Podio Tout Terrain et surtout l'ensemble des contenus Podio, avec notamment le webinaire que nous avons organisé le 31 mai dernier. 3 heures d'échange consacrés au podcast et au sport, c'était passionnant et c'est maintenant accessible en replay. Sur podio.fr, vous avez aussi une toute nouvelle playlist Le Choix de Podio avec nos recommandations des meilleurs podcasts de sport et aussi le lien pour vous abonner à notre newsletter qui sera de retour dès le 6 juillet prochain avec un épisode bonus de Podio Tout Terrain consacré à l'Euro féminin de foot et on vous parlera aussi d'une nouvelle série pour l'été. Alors restez connectés et à bientôt pour explorer ensemble de nouveaux terrains de sport.